Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Au programme aujourd'hui, elles sont au cœur de toutes les attentions, celles des plateformes pour mieux vous connaître et pousser leur business model. Oui, mais aussi au cœur de l'attention des régulateurs pour mieux vous protéger cette fois-ci. Comment définit-on vraiment les données personnelles? Réponse avec la CNIL. Et puis aujourd'hui, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Jeanne, tu continues à nous emmener dans l'univers du biomimétisme, oui, mais du côté du design cette fois-ci. Oui, je vous parle de formes qui s'inspirent du vivant. Et on va s'inspirer évidemment avec toi, s'inspirer aussi pour se former au numérique et par le numérique. C'est aussi une question pour les enseignants et les enseignantes, et ce tout au long de leur carrière. Alors, comment outiller ces professeurs du 21e siècle? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Marie-Caroline Missire, vous êtes la directrice générale du réseau Canopé. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Mathias Dufour, président de think tank. Attention, c'est un hashtag le plus important, je l'ai bien dit. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Les données, elles sont souvent décrites comme le carburant de l'économie numérique, oui, mais lorsqu'elles deviennent personnelles, c'est-à-dire qu'elles permettent de vous identifier, eh bien, elles deviennent un enjeu de respect de la vie privée. Comment les définir précisément? Réponse avec la CNIL. Une donnée personnelle, c'est quoi? Une donnée personnelle, c'est une information qui permet de vous identifier directement ou indirectement. Prenons l'exemple de Léo. Son prénom et son nom, mais aussi son âge, son genre, son numéro de téléphone, ses adresses postales et électroniques, sa voix ou encore son image sont des données personnelles. Parmi ces données, certaines sont dites sensibles, telles que sa religion, sa sexualité, son dossier médical ou encore ses opinions politiques. On y pense moins souvent, mais son adresse IP, sa signature ou encore ses empreintes digitales sont aussi des données personnelles. Les données personnelles sont précieuses. Protégez-les. Retrouvez tous nos conseils sur CNIL.fr. Et l'éducation justement au numérique, à la conscience de ce que représentent nos données. Marie-Caroline Missire, c'est crucial pour comprendre là aussi nos statuts de citoyens, de citoyennes du numérique dès l'école. Oui, et puis je crois dès le plus jeune âge. L'âge du premier portable, c'est une étude qui a été publiée la semaine dernière, notamment par l'UNAF, l'Union des associations familiales, c'est le CM1. CM1. Et c'est massif. Et on sait très bien que depuis le confinement, ces usages des écrans s'étendent et on est dans un mouvement, je crois, assez inexorable. Donc je crois qu'il est capital que dès l'école primaire, les enfants aient conscience de ce que ça veut dire que d'utiliser un portable. On le voit très bien dans cette petite vidéo de la CNIL. Quelles données je transmets sur un iPhone? Qu'est-ce que je fais circuler? Et ça, c'est l'enjeu du numérique dit qu'on appelle citoyen. Et je crois que l'école a vraiment un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Mathias Dufour, là aussi, c'est un enjeu pour comprendre comment aussi nos vies vont pouvoir ne pas être gouvernées uniquement par la technologie. Comment est-ce qu'on peut aussi reprendre le pouvoir? Tout à fait. Et je rejoins pleinement ce que vous venez de dire. Nous, on plaide pour un développement des apprentissages raisonnés. Il faut accompagner les élèves dès le plus jeune âge aux usages, à maîtriser l'usage raisonné qu'ils font du numérique. Et justement, ces initiatives, ces propositions pour l'enseignement au numérique et par le numérique, oui, mais cette fois-ci du côté des profs. On y revient tout de suite, on ouvre le débat. La Covid-19 a provoqué la pire crise de l'éducation et des apprentissages depuis un siècle. C'est la Banque mondiale qui le souligne dans son dernier rapport. Venir en aide aux élèves, bien sûr, mais aussi aux enseignants et aux parents. Il a fallu faire des efforts, innover, permettre la continuité des enseignements. Est-ce que ces périodes ont été des accélérateurs de transformation pour l'école, Marie-Caroline? Je précise que vous avez pris vos justement quartiers, si j'ose dire, de directrice générale du réseau Canopé en mars 2020. L'histoire est coquine. Alors, l'histoire est coquine ou bien faite, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est que ça a considérablement accéléré notre mission à Canopé. Et puis, on a vu les usages changer complètement. Il faut comprendre que ce
confinement, c'est une irruption très brutale du numérique dans le quotidien des enseignants et dans le quotidien des parents. On l'a tous vécu. Et surtout ce premier confinement, avec la fermeture des écoles, le passage à l'enseignement à distance, etc. Donc je pense qu'avec du recul, on peut constater que oui, les usages ont changé. Je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. On est dans ce qu'on appelle désormais l'hybridation. Et on le voit bien dans une période plus récente, avec des enseignants remplacés, des élèves absents. Et donc, on est dans ce nouveau contexte. Alors, les usages, c'est long aussi, parce qu'on parle de 800 000 enseignants. Ils n'ont pas tous le même âge, ils n'ont pas toute la même expérience, et ils n'exercent pas tous dans le même contexte. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Mais je crois qu'on est dans un moment de bascule. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'inscrire cette transformation numérique de l'école dans quelque chose de durable et dans quelque chose, comme vous l'avez très bien dit, de raisonner. Et là, il y a plusieurs enjeux. On va certainement y revenir. Absolument. On a toute l'émission pour y revenir, en effet. Mais d'abord, si on refait cet arrêt sur image, si on regarde ce qui s'est passé lors de ces confinements, encore une fois, irruption du numérique, pas tant dans les salles de classe que dans l'univers de la maison, parce qu'il a fallu en quelques jours même s'improviser salle de classe dans le salon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a identifié là, de façon très concrète, très pragmatique, à la fois les limites de notre savoir numérique en tant que parent, en tant qu'apprenant aussi, en tant qu'enseignant. Tout à fait. Puis surtout, on a vu des inégalités. Et vous avez dit, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Il y a des enseignants qui se sont pleinement appropriés ces nouveaux outils. Il y a des parents aussi. Je pense qu'on parle aussi d'une évolution des relations entre les parents et les enseignants, des relations qui sont beaucoup plus fortes, mais aussi avec des tensions. Et aujourd'hui, à la fois, il n'y aura pas de retour en arrière, mais il est important d'accompagner les enseignants qui ont plus de mal ou qui sont, pour des raisons qu'on peut aussi parfaitement comprendre, réticents. Et comme c'est irréversible, il faut les accompagner. Et justement, cet accompagnement, c'est vous qui le proposez en premier lieu, Marie-Caroline, avec le réseau Canopé. On se concentre sur la formation des enseignants et des enseignantes tout au long de leur vie, tout au long de leur carrière. Une importance de la formation en continu pour ces professeurs qui est soulignée par 95% des Français. C'est une étude que vous venez justement de publier. Aujourd'hui, quelle est la réalité de l'acculturation au numérique pour ces profs du 21e siècle? Alors, comme je vous le disais, on a constaté effectivement un changement qui est lent, mais qui est bien là. Moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans les études, non celles que vous avez citées, mais des études peut-être plus fines qu'on a pu mener après le confinement, c'est que les enseignants nous disent ce que la période a changé, au-delà du fait de s'approprier des outils, de maîtriser vraiment techniquement le numérique, c'est la prise de conscience de l'importance du lien avec l'enfant. Et c'est ça que je trouve capital, c'est-à-dire qu'on voit bien que la transformation numérique de l'école, elle met au centre du sujet ce qui fait le métier enseignant, c'est-à-dire la relation. Et donc, le sujet qui pouvait être pris un petit peu de la mauvaise façon, je dirais, à savoir, est-ce que la machine va remplacer l'homme? Est-ce que l'enseignant va être remplacé par un robot, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, la question se pose autrement, parce que c'est comment je garde le lien, comment je personnalise mon apprentissage. Et dans les formations qu'on propose, pour être très concrète, nous, on propose des formations très simples. L'idée, c'est en 2 clics, je me connecte, j'ai accès à un webinaire, parce que les enseignants sont attachés à 2 choses principalement. La simplicité d'usage pour la formation en ligne. C'est ce qu'on a développé pendant le confinement avec un site qui s'appelle Canotech et qui regroupe toutes nos formations à distance, évidemment en lien étroit avec le ministère de l'Éducation nationale. Et la deuxième chose auquel ils sont attachés, c'est pouvoir discuter avec leurs collègues et échanger sur les pratiques. Évidemment, entendre un expert, on fait intervenir des chercheurs, des inspecteurs, des profs aussi qui témoignent de leurs pratiques dans ces formats. Mais ce qui est très important, c'est que le temps de se former est de plus en plus réduit. Donc, le distanciel et donc la formation par le numérique permet d'apporter une réponse adaptée au temps de l'enseignant et la possibilité de s'inscrire, de suivre en direct un échange, de pouvoir le revoir en replay et de le reconsommer à un moment où on a le temps, ça c'est très important. Et donc je pense que la formation à distance avec tous ces formats permet de multiplier les temps de formation. On a lancé des podcasts aussi, parce que je crois que quand on écoute un podcast, on se forme. La formation aujourd'hui, c'est ce que permet la digitalisation, elle est plus unique. Il n'y a plus qu'une seule façon de se former. En regardant votre émission, on se forme aussi. Et donc, voilà, c'est ça notre conviction. Ouais. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter aux enseignants, de la simplicité, des échanges, et puis
pas que la thématique numérique, c'est l'innovation pédagogique dans son ensemble, comment je reconstitue mon lien avec l'élève, comment j'invente, comment je réinvente ma façon d'apprendre. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet aujourd'hui. Comment est-ce que justement, avec tous ces formats différents, toutes ces propositions de contenu, là aussi complémentaires, je peux réussir moi-même en tant qu'enseignant ou enseignante à me créer mon propre parcours pédagogique, si je comprends bien, de formation au numérique. Et par ce numérique, on voit cet enjeu fondamental de remettre du lien, justement, du retour d'expérience, de pair à pair, essayer de comprendre comment, justement, on peut mieux fonctionner avec des exemples très concrets. Mathias, là aussi, avec le think tank le plus important, on reviendra sur les propositions que vous formulez, en particulier sur l'intelligence artificielle, mais est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez identifié en allant à la rencontre, à l'écoute de l'écosystème de l'éducation en France, ce besoin, cette volonté de partager avant tout? Et tout à fait, tout à fait. D'autant que pour nous, le numérique et l'IA, puisqu'on va parler de l'IA, doivent surtout être mis au service des enseignants d'abord, et conçus pour eux et avec eux. Je crois que ça a déjà été dit, mais l'approche du numérique ces dernières années avait quand même été longtemps centrée sur l'équipement, l'achat d'équipements, des milliards d'euros pour équiper, mais on ne s'est pas assez préoccupé de comment on aide les enseignants à s'approprier le numérique. Et du coup, on entretient aussi des peurs sur le numérique va nous priver d'une partie de notre métier, les savoir si les élèves les trouvent ailleurs, à quoi on va servir. Et au contraire, ce qu'on voit, c'est que, comme vous dites, c'est la transmission, l'accompagnement des élèves, la différenciation pédagogique sont au cœur de ce que permet le numérique. Voilà. Et pour ça, il faut travailler avec les enseignants et nous on recommande de mettre en place de favoriser les collectifs enseignants, par exemple, faire des appels à projets qui favorisent les collectifs enseignants. Par exemple, vous avez à juste titre insisté sur le travail de pair à pair. Ça, c'est quelque chose que le numérique facilite, mais qu'on devrait encore plus favoriser au sein de l'éducation nationale, dont on sait que c'est trop, ça vient d'en haut. Par définition, même si c'est pertinent, ça crée des crispations. Voilà. Et je crois que c'est justement une des raisons pour lesquelles Canopé a été rebaptisé Réseau Canopé, parce que l'idée, c'est d'irriguer dans tous les territoires et de pouvoir, comme Mathias le décrivait ici, avoir ce véritable réseau qui se met en action, ce réseau de pair à pair, cet échange. Oui, merci de rappeler notre nom complet, réseau. Ça correspond à une réalité. C'est que dans tous les départements français, en métropole et outre-mer, vous avez un atelier Canopé, qui est un lieu dédié à la formation, bien sûr, mais aussi au partage de pratiques entre enseignants, qui est un lieu aussi ouvert sur les partenaires de l'école, alors que peuvent être les tech, et ça j'y tiens beaucoup aujourd'hui, mais les partenaires associatifs, les partenaires que sont les collectivités territoriales, et puis bien sûr des lieux où les académies viennent aussi organiser des formations, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec notre nouvelle mission de formation. Mais vraiment d'avoir des lieux physiques, c'est aussi très important pour être en proximité avec les établissements, avec les enseignants. Et ce que le numérique apporte aussi dans notre approche, c'est qu'il ne suffit pas d'attendre que l'enseignant pousse les portes de ces lieux, surtout dans une période post-Covid, où le fait de se rendre quelque part est devenu moins évident, le temps se réduit, c'est aussi aller à l'enseignant par les nouveaux moyens numériques et puis par des dispositifs. Par exemple, on organise des résidences en établissement, où là, on va à l'enseignant parce que tous les enseignants n'ont pas envie de formation. Vraiment, l'idée, c'est de recréer le plaisir et l'envie avec ces nouveaux formats et cette démarche. Et maintenir le lien. En effet. Mathias, avec le think tank le plus important, vous formulez donc un plan d'action pour mettre l'intelligence artificielle au service des enseignants et plus largement de toute la communauté éducative. L'IA, c'est un sujet parmi d'autres en matière de numérique à l'école ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'IA soit un sujet parmi d'autres. D'abord parce que s'il y a un côté irréversible au numérique, il y a aussi un côté irréversible avec l'IA. Et on n'en est encore qu'au balbutiement. Il n'y a que quelques services, les usages sont encore peu développés, mais on sait que c'est ce vers quoi on va. C'est d'ailleurs plus largement une tendance à la datafication de la société. Et
donc, parce que ça a le potentiel de bouleverser le système éducatif, ça n'est pas un sujet, un sujet parmi d'autres. Et avec un potentiel à la fois énorme, positif, d'aide aux enseignants pour différencier leur pédagogie, d'aide aux besoins des élèves à besoins spécifiques, et en même temps des risques aussi considérables. Et c'est aussi pour ça, parce que les enjeux des deux côtés sont considérables, que ce n'est pas un sujet parmi d'autres. Mais que même si les usages sont encore peu développés, il faut s'y pencher dès maintenant. L'enjeu de l'IA en éducation dépasse largement le simple cadre éducatif. D'ailleurs, il s'agit tout autant d'un sujet industriel, de souveraineté, évidemment de rayonnement. La Chine totalise 60% des investissements mondiaux en intelligence artificielle dans le secteur de l'éducation, quand l'Europe n'investit qu'à hauteur de 6% de cette part justement de marché mondial de l'IA dans l'éducation. Ça veut dire quoi? Qu'on est en train de jouer à une course mondiale de la préparation à la fois de ces apprenants, de ces enseignants aux enjeux de l'IA, mais au-delà même à la façon dont on va pouvoir aborder le futur? Tout à fait, et je pense que vous faites bien de montrer le caractère mondial des enjeux de l'IA en éducation, et autant il est important d'être prudent, et comme derrière il y a des enjeux, il y a des risques importants, des risques d'introduction de biais, des risques d'enfermement dans des modalités pédagogiques uniques, des risques d'accroissement des inégalités. Autant comme de toute façon on y va, autant en reprendre le contrôle. Voilà. Et moi je trouve que ces chiffres de la Chine, qui à elle seule concentre près de 2/3 des investissements mondiaux dans l'IA en éducation, sont inquiétants. Ouais. Voilà. Après vous avez les États-Unis qui font 20% et l'Europe 6%. Donc la France, c'est même pas une partie, c'est 6%. C'est encore une toute petite partie. Et c'est pas un hasard. Ouais. Il y a une volonté délibérée de la Chine de mettre l'accent sur l'IA en éducation pour des raisons industrielles, parce que ça va être un secteur économique, pour des raisons éducatives, parce qu'ils considèrent que c'est un moyen d'améliorer la performance de leur système éducatif, mais aussi pour des raisons de souveraineté et d'influence. Nous avons été invités à la conférence de l'UNESCO sur l'IA en éducation à Pékin il y a 2 ans. C'était spectaculaire à quel point la Chine avait fait de l'IA en éducation un outil de diplomatie. Ouais. L'effort qu'il faisait vers tous les pays, et en particulier les pays en émergents, pour dire regardez, on a des outils super pour vous, prenez-le, c'est gratuit ou presque. Mais du coup, qui maîtrise les outils pédagogiques, derrière a un outil d'influence considérable. Et il ne faudrait pas que la France prenne du retard, et l'Europe plus largement prenne du retard là-dessus. L'intelligence artificielle, c'est un enjeu dont le réseau Canopé a pris toute la mesure, autant de la formation à l'intelligence artificielle qu'à ces enjeux qui dépassent le secteur éducatif. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'on a pris encore toute la mesure, puisque vous avez très bien décrit le point où nous en sommes, mais je vais quand même signaler une initiative forte du ministère, un appel à projet pour faire appel et faire grandir des entreprises qui utilisent l'IA en éducation. Ça, c'est une initiative qui a maintenant 2 ans et qui a vu naître Evidence B, par exemple, qui est une entreprise qui fait de l'adaptive learning. Bien sûr, il y a des efforts d'investissement colossaux à faire. Et puis, nous avons aussi, je peux citer les territoires 100% numériques, qui sont déployés dans 12 départements, avec un investissement très important de l'État, du secrétariat général pour l'investissement. Ce n'est que 2 exemples pour dire que oui, le sujet est pris et la course est lancée. Mais ceci dit, les écarts avec la Chine montrent bien que je crois qu'en France, il faut qu'on dépasse une posture dans laquelle on est aujourd'hui, qui est encore entre la défiance, les écrans c'est dangereux, ou une espèce de technophilie aveugle. On est encore dans cette dualité, défiance versus confiance. Et on voit bien que l'exemple de la Chine ou l'exemple d'autres pays d'Europe montre qu'il faut dépasser cela pour, je crois, ne plus se dire comment on met du numérique à l'école. C'est plus ça le sujet. Le sujet, c'est comment on fait rentrer l'école dans le monde numérique. Et aussi bien en apprenant aux enfants, aux collégiens, qu'est-ce que c'est que l'IA, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, comment ça fonctionne, qu'en colorant toutes les disciplines avec cet apprentissage du numérique. Et on voit bien que la question de la place des outils est complètement dépassée. Et je crois que la seule entrée par le risque,
risque face aux écrans, est un peu étroite. Et je crois qu'il faut peut-être changer de vision. Et c'est ce que modestement, à travers la formation des enseignants, pas à pas, et au sein du ministère de l'Éducation nationale, on essaye de faire, bien entendu. Pas de manichéisme numérique sur ce plateau. Bien évidemment, on continue à essayer de comprendre comment ces professeurs du XXIe siècle peuvent exprimer tout leur talent et le talent de leurs élèves grâce à la formation par et au numérique. On y revient dans un instant, mais tout de suite, on fait un tour du côté de la planète tech. Mais quelle vidéo nous a réservé aujourd'hui chérie Jessica Issengue? On regarde tout de suite. What? I love this. Let me try something. Yeah. Digital tie, and show me how it works. Okay. Hi everybody, I'm Jim Thornton, and this is my tie that lights up when I speak. How about this? You just won a brand new car. A brand new car. It's really loud in here, so it's not as responsive as it could be. But I need one of these. You do. Jim, tell him what he won. You won a brand new $3 tie that lights up. Et merci à chérie Jessica Issengue. Vous voyez, il y a beaucoup de débats sur le plateau de l'école du futur, notamment autour de ces images incroyables que chérie Jessica sélectionne pour nous tous les jours dans son Zap. Nous sommes toujours en plateau avec Mathias Dufour, le président du think tank le plus important, attention, c'est à lire comme un hashtag, et Marie-Caroline Missire, directrice générale de Canopé. Dans un instant, on continue à parler des professeurs du 21e siècle, comment les former au numérique et par le numérique. Mais avant de reprendre cette discussion, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Jeanne, on continue à explorer l'univers du biomimétisme. Justement, avec toi, hier, on parlait d'architecture et justement de la façon dont le vivant nous inspire. Aujourd'hui, on met le cap sur le design. Oui, tout à fait. Je vais quand même vous revenir, parce que tout le monde n'a pas vu la chronique d'hier. Ah ouais. Je vais redéfinir le biomimétisme en lisant ma petite définition très sagement. Le biomimétisme, c'est une méthode qui est au centre de plusieurs disciplines, comme le design ou l'architecture, qui se servent du vivant comme d'une bibliothèque de savoir pour créer des objets, des environnements, des services. C'est bien dit. Alors de l'architecture biomimétique jusqu'au design bio-inspiré, est-ce qu'il y a une grande différence ? C'est principalement le même principe. Je voudrais montrer une reproduction extraordinaire de Ernst Haeckel, qui date du tournant du 19e et du 20e siècle. C'est lui un des premiers suiveurs de Darwin. C'est l'homme Ernst Haeckel qui a inventé le terme écologie.
Cet homme-là a dessiné des organismes qu'on voyait tout à l'heure de la taille de 0,01 mm. Et je voudrais citer Achim Mengers, qui est un architecte du biomimétisme, qui dit à propos de ça et aussi à propos de sa propre technique, dans les structures biologiques ou biomimétiques, il y a une unité entre la forme, la structure et le matériau. Et si nous les trouvons belles, c'est parce que nous percevons cette unité. Lui, là, l'image que vous voyez, c'est une technique qu'il appelle l'hygroscope. Ce sont en fait des matériaux proches du bois qui sont sensibles à l'hygrométrie. Donc, c'est comme une sorte de diaphragme qui s'ouvre comme une pomme de pin quand il y a plus d'humidité et qui vont se refermer naturellement quand il y en aura moins. Le principe du mimosa, c'est la même chose. Le naturel vient dans l'artificiel. C'est absolument fascinant. C'est une véritable transition en fait écologique et en matière de design que ces designers et ces architectes nous proposent là. On s'inspire de la nature, mais on se demande est-ce que le développement particulier du biomimétisme aujourd'hui est en lien avec les problématiques écologiques. On a envie de dire oui quand on t'écoute et quand on voit ces exemples. Tout à fait. Pour donner quand même une définition, j'ai interrogé Gillian Grave, qui est à la tête de l'agence de design The Big Bang Project, et qui travaille vraiment sur cette question du biomimétisme. Il revient sur cette définition. C'est de se dire, on va regarder le vivant à différentes échelles pour imaginer des nouvelles formes de matériaux, des nouveaux produits, des nouveaux services, ou des nouvelles formes d'organisation de ville ou de territoire, par exemple, dont l'inspiration du vivant va nous permettre justement d'imaginer des choses qui sont et nouvelles et en même temps plus durables. Donc, cette idée, en fait, d'un moment écologique essentiel va évidemment apporter le développement du biomimétisme, qui existe depuis toujours, mais aujourd'hui, ça se développe particulièrement. Mais là, ce qui va permettre, en fait, de ce développement extraordinaire, c'est évidemment la technique. Le microscope pour Haeckel, avec ses petits planctons. Aujourd'hui, le design computationnel, c'est-à-dire qu'on va utiliser la machine pour créer des formes. Là, je vous présente Neri Oxman, star du biomimétisme, qui a fait craquer, pour la petite histoire, Brad Pitt, qui est une star dans les médias et qui, elle aussi, fait appel à la biologie synthétique, mais en matière de mode. On voit à l'image donc les extrêmement étranges habits de Neri Oxman, qui en fait va nous montrer une vidéo de son processus. Elle fait intervenir des cyanobactéries qu'elle accouple avec ce qu'on appelle des E. coli, qui sont en fait des bactéries qu'il y a dans notre estomac. Elle va les faire se rencontrer, les mettre dans une espèce de tube qu'elle va en fait faire se développer autour du corps humain, attention mesdames et messieurs, incroyable, pour créer un habit sur mesure. C'est incroyable, on a presque envie de dire qu'on est à la limite de la science-fiction. Ça me rappelle quand même un petit peu la robe en viande d'une certaine Lady Gaga, mais on est dans l'univers de l'extraordinaire, du design augmenté quelque part par la nature. Tout à fait. Robe en viande qu'elle a empruntée à une artiste dont elle ne respecte pas forcément le droit d'auteur. Et d'ailleurs, Lady Gaga a quelques procès d'artistes à son actif. À son actif, pour ne pas dire autre chose. Donc oui, évidemment, c'est de la science-fiction, mais il y a quand même une réalité de ce biomimétisme. J'en veux pour preuve le Shinkansen, qui est le train à grande vitesse japonais. Qui, lui, en fait, a été créé par J.R. West, qui est un designer, mais aussi un ingénieur, mais aussi un ornithologue passionné d'oiseaux, et qui a voulu, en fait, s'inspirer du martin-pêcheur qui, pour aller chasser une proie dans l'eau, a un bec fait de telle façon qu'il va créer le moins de remous possible. Donc, là, vous voyez là, l'eau est absolument clean, alors qu'il arrive à des vitesses hallucinantes. Et donc, les ingénieurs du Shinkansen vont s'inspirer de ça pour éviter qu'il y ait des ondes de choc sonore quand on rentre dans un tunnel et quand on en sort. Et est-ce que nous, dans notre vie quotidienne, parce que ce que tu nous décris là, c'est à la fois
de l'exceptionnel, de l'usuel aussi, comme le Shinkansen en effet au Japon, mais comment est-ce que nous, dans notre vie quotidienne, on va pouvoir utiliser ce biomimétisme? Comment on peut se le réapproprier? Retour sur Gillian Grave, que j'ai interviewé au départ, qui donc, lui, avec son agence The Big Bang Project, s'intéresse à tous ces 3,8 milliards d'années de recherche et de développement que la Terre a faites pour nous amener à ces plastiques de rêve qu'on a tous aujourd'hui, oiseaux, animaux et arbres compris. Et en fait, lui, il va créer ça pour l'adapter à du design vraiment de tous les jours. Donc, par exemple, pour une bouilloire, il va interroger toute la nature pour savoir qui fait bouillir des choses à l'intérieur d'un thorax, qui garde la chaleur, par exemple l'ours garde la chaleur avec des empelages particuliers, qui crée des principes d'aération chez les termites, etc. pour en fait apporter un design très particulier à sa bouilloire qu'on voit, et qui est une bouilloire donc totalement bio-inspirée, avec dedans des espèces de petites sous-catégories pour pouvoir utiliser une seule tasse quand on s'en sert, plutôt que de déverser l'eau dans le robinet, qui va en fait garder toute la chaleur plutôt que de refaire bouillir à chaque fois enfin, il y a plein de déperditions d'énergie comme ça qu'il essaye d'annihiler grâce à la bio-inspiration. Et lui est en train de créer une nouvelle plateforme qui s'appelle OK Gaia, c'est le Google de la bio-inspiration, qui va permettre en fait à tous les designers, à beaucoup d'ingénieurs, justement, d'accéder à ce vivant, aux informations que le vivant porte, pour pouvoir créer des objets plus respectueux et plus durables. Ok, ne dites plus jamais OK Google, mais OK Gaia, pour pouvoir justement vous informer sur cette actualité surtout et ces incroyables inspirations biomimétiques. Merci Jeanne, je crois que je vais mettre la bouilloire, tiens, ours sur ma to-do list pour la prochaine fois. Je vous voyais émerveillés tous les deux, Marie-Caroline et Mathias, par ces exemples développés par Jeanne ici. Le biomimétisme, là aussi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser facilement à l'école, parce que c'est vrai que ça inspire. On part d'une expérience que chacun peut faire, et forcément quand on part de l'expérience des élèves, de ce qu'ils font, de ce qu'ils peuvent observer par eux-mêmes, c'est plus facile. Voilà. C'est-à-dire qu'on va faire du biomimétisme pour pouvoir enseigner, former les enseignants au numérique en s'inspirant des pratiques des élèves, ou pas forcément? En tout cas, moi, ce que ça m'inspire, ça montre bien cet exemple que la question du numérique peut s'inviter dans toutes les disciplines. On est parti de cet exemple du design. Vous avez cité l'importance du geste manuel, du faire, du projet. Et donc là, avec votre chronique, on arrive à déconstruire certaines idées que le numérique est réservé à un seul type d'enseignement, à un seul type de compétences. Le numérique, ce n'est pas que l'informatique, mais c'est une entrée dans le monde, une façon de réinvestir les savoirs un peu différente. Et donc, on voit bien que, pour revenir à la formation des enseignants, le champ est immense et que tous les enseignants sont concernés pour faire évoluer aussi la manière dont on transmet la discipline et puis susciter la curiosité chez les enfants. On voit bien que ce que vous nous avez montré suscite immédiatement la curiosité. Et la curiosité, c'est la meilleure façon d'avoir envie d'apprendre. Et la curiosité, on en a beaucoup. Grâce à Jeanne et la façon dont tu nous embarques, en effet, dans tes enquêtes au pays de l'art et de la culture et du numérique. Allez, ces professeurs du XXIe siècle, qui sont-ils, qui sont-elles? Comment est-ce qu'ils intègrent le numérique à leur parcours pédagogique? On continue à en parler tout de suite. Et quand on parle de numérique à l'école, on parle aussi d'EdTech, justement cet incroyable écosystème et marché des technologies mises au service de l'éducation. 2021, ça a été une année record, 20 milliards d'euros investis dans le secteur à l'échelle mondiale, dont 3 milliards en Europe. Ça va vous rappeler certaines proportions, n'est-ce pas, Mathias, par rapport aux investissements en matière d'intelligence artificielle? 15, là, c'est déjà mieux. Déjà, il y a une meilleure proportion, en effet. Mais Marie-Caroline, c'est un secteur que vous connaissez bien, parce qu'avant d'avoir été directrice générale du réseau Canopé, vous étiez la directrice du développement de DigiSchool, notamment. Comment est-ce qu'on s'appuie sur les EdTech, on va les mettre au pluriel, tiens, pour tirer l'innovation vers le haut dans l'éducation nationale? Alors, un élément d'actualité. Je vous ai parlé des territoires 100% numériques tout à l'heure, 12 départements en France. Le ministère de l'Éducation nationale
et le secrétariat général pour l'investissement, qui est rattaché au Premier ministre, ont demandé à Canopé de porter un très gros marché public de 31 millions d'euros pour acquérir des ressources EdTech et les mettre à disposition gratuitement des enseignants dans leur classe et des enseignants pour faire cours aussi. Donc c'est une démarche assez inédite parce qu'il ne s'agit pas plus simplement de l'équipement. On voit bien que là, c'est faire un effort massif pour faire entrer la EdTech dans les classes et puis permettre aux enseignants aussi d'avoir des outils pour préparer leur séquence. C'est pas que le moment de l'enseignement, c'est voilà, on a 8 lots qui embrassent à la fois toutes les disciplines et tous les modes d'apprentissage. Et donc ça va sortir très vite puisque c'est à partir du mois d'avril qu'on connaîtra les heureux lauréats. Et on a été très content de constater à Canopé qu'il y avait plus de 100, enfin exactement 107 entreprises qui ont candidaté et des consortiums qui associent des éditeurs qui veulent investir ce champ-là, et puis des entreprises de taille beaucoup plus modeste, des start-up. Et donc, on a, avec ce marché et ces résultats, peut-être effectivement une voie d'accélération de l'entrée de la EdTech dans l'école. Alors, ce n'est pas la seule initiative, je la cite parce qu'elle elle nous concerne à Canopé au premier chef. Et ce qu'on va proposer à Canopé, ce n'est pas simplement la mise à disposition de ces outils EdTech, c'est la formation. Pour chaque outil EdTech sélectionné, une formation correspondante aux usages de cette EdTech dans les classes. Encore faut-il avoir le mode d'emploi, en effet, quand on fait rentrer des technologies en particulier. Et c'est comme ça que je pense qu'on va s'assurer de l'impact. Et puis un autre sujet d'actualité, si vous me permettez. Je pense que le sujet, comme vous l'avez compris, c'est comment on fait le lien entre ce secteur de la EdTech et l'éducation nationale. C'est difficile de rentrer, c'est difficile de comprendre comment ça fonctionne. Il y a des questions d'allocation des budgets, d'équipement, etc. Et ce qu'on se propose de faire à Canopé avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est faire ce lien justement avec un accélérateur pédagogique qui va permettre aux EdTech qui le souhaitent de venir crash tester leurs solutions ou success tester leurs solutions chez nous, avoir des ingénieurs pédagogiques pour améliorer l'usage et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire mieux comprendre comment fonctionne une classe pour adapter l'outil. Et puis nous, ça nous permet aussi de nous améliorer dans les innovations qu'on va proposer. Donc je suis une entreprise de l'EdTech, j'ai une idée, je vous envoie un email tout de suite, Marie-Caroline, pour vous dire, OK, est-ce qu'avec le réseau Canopé, on peut passer de l'idée à l'échelle? Comment est-ce que là aussi, en tant que start-up, on peut se mettre, j'allais dire les mains dans le cambouis, mais oui, c'est exactement ça, des bancs de l'école pour comprendre comment on passe à l'échelle d'une classe, à l'adaptation aussi de son outil technologique en fonction de l'âge des élèves auxquels on s'adresse et de la maturité aussi numérique, à la fois des élèves et des enseignants. Voilà, exactement. On a un site internet qui est dédié à ça. Je dois dire que depuis qu'on a lancé ça en septembre, on a été contacté par 70 entreprises. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui avec tous nos partenaires, les académies, l'Académie de Poitiers notamment, la région Nouvelle-Aquitaine, parce que vous savez que Canopé est à Poitiers, donc on est aussi dans un écosystème territorial très ami de la EdTech, c'est comment s'organiser pour bien répondre à ces demandes d'entreprises qui sont très variées. Ça va de connaître les marchés publics, être en relation avec une personne de l'éducation nationale qui va nous aider, être en relation avec une classe. Et puis je crois qu'au final, l'important, c'est aussi l'accès au marché, pour faire grandir cette filière. Et donc là, je crois qu'on n'est pas au bout du sujet et qu'on doit aller chercher des partenaires pour faire grandir cette filière à partir de cette initiative que je vous ai décrite très rapidement. J'en ai conscience. Mathias, c'est important ça aussi, ce que dit Marie-Caroline sur l'adaptation des EdTech. Alors on va repartir sur la question de l'IA, de l'intelligence artificielle dans ces startups et ces scale-up de l'éducation avec vous. Mais comment est-ce qu'on peut réussir à trouver un terrain d'entente aussi, un moyen de fonctionner, parce qu'on peut innover de son côté et faire des choses formidables. Si on n'arrive pas à le partager avec les enseignants, les enseignantes et le système éducatif, on perd un petit peu... Ce sont deux choses différentes. Absolument. Qui sont deux choses différentes, parce que il y a concevoir pour les enseignants et puis il y a travailler avec l'éducation nationale. Vous avez raison. Moi, il y a plusieurs sujets que ça m'évoque. D'abord, il est important que l'éducation nationale ou l'État au sens large, les pouvoirs publics orientent l'innovation. C'est pas juste j'ai une idée, je contacte l'éducation nationale, mais quand on fait un appel à projet, comme vous l'avez
avait fait, il y a des critères, et ces critères, ils sont essentiels, parce que ça permet de dire, par exemple, il est important que le produit soit conçu avec des enseignants, il faut insister sur la valeur d'usage pour les enseignants, pour les élèves, sur les conditions de production et d'utilisation des données. Il y a aussi orienté sur des publics, les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc là, il y a un outil essentiel de la part des pouvoirs publics pour orienter l'innovation, qui n'est pas juste quelque chose d'externe, mais qu'on peut orienter. Le deuxième sujet, c'est celui de la participation des enseignants. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans une vie antérieure sur le numérique dans la santé, et on a eu énormément de mal à développer le numérique dans la santé parce que ça ne se faisait pas assez pour et avec les médecins et les personnels soignants. Donc il faut qu'on trouve des moyens d'associer le plus possible les utilisateurs. Et il y a 3 types d'utilisateurs. Il y a les enseignants, il y a les élèves, et puis il y a les familles aussi. Et donc associer au maximum ces utilisateurs. Et par exemple, pourquoi pas développer des écoles laboratoires où on testerait des choses in vivo. Voilà. Alors évidemment, il faut que tout le monde soit volontaire. Il ne s'agit pas qu'on mette des élèves dans ces écoles contre leur gré ou contre le gré de leurs parents, mais c'est bien de tester. Voilà. Et la troisième chose, c'est la difficulté à passer à l'échelle. Le risque, c'est de d'éparpiller parce qu'on ne sait pas bien au départ ce qui va marcher, mais à la fin, sur le plan industriel, il faut qu'on ait des solutions qui puissent satisfaire, qui soient à l'échelle nationale. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore eu beaucoup de succès de ce point de vue-là, et beaucoup d'initiatives, mais pas assez à l'échelle nationale. Sachant qu'une fois qu'on passe à l'échelle nationale, il faut aussi que les pouvoirs publics gardent la main, pas qu'on soit dépendant d'une solution privée, comme ça peut être le cas dans la santé avec Doctolib. C'est quasiment un secteur, c'est quasiment un service public, mais c'est privé, donc on ne maîtrise pas les choses. Je vais ne faire pas l'avocat du diable de Doctolib, mais j'ai aussi cité Maya, par exemple, qui est une autre plateforme justement de mise en relation de patients et de médecins qui ont été notamment beaucoup exposés au moment des prises de rendez-vous pour les vaccins, entre autres. Mais en effet, on comprend cet intérêt de ne pas avoir de quasi-monopole finalement en matière éducative, comme on peut parfois l'avoir dans d'autres secteurs. Ça nous renvoie à l'importance du bac à sable que Marie-Caroline décrivait tout à l'heure avec le réseau Canopé, mais ça nous renvoie aussi à une autre question, c'est celle de la maturité technologique des classes. Est-ce qu'il faut forcément de la high-tech pour faire du numérique à l'école, Marie-Caroline ? Alors, très, très modestement, ce qu'on a constaté encore une fois à notre échelle, c'est que les outils qui avaient été le plus utilisés post-confinement, c'est des outils qu'on pourrait qualifier de low-tech, qui permettent, et l'autre élément qui ressort, c'est pas des outils où on vous propose du contenu tout fait, mais c'est des outils qui permettent de reconstituer sa séquence pédagogique à sa main. Parce que l'enseignant, qu'est-ce qu'il aime ? Il aime construire pour ses élèves une séquence. Et donc aller chercher sur un blog, chez un collègue qui a partagé sur le réseau social, etc. Et donc ces outils très simples qui permettent de créer un peu des exercices sur mesure, interactifs, est-ce qu'on peut considérer que c'est de la tech très sophistiquée ? Non, pas du tout. Et l'autre élément important qu'il faut bien avoir en tête, c'est ces questions d'infrastructure. L'accès Wi-Fi dans les écoles est encore un chantier et ne dépend pas de l'éducation nationale. Le rôle des collectivités est majeur et le rôle de l'État dans son ensemble est majeur. Et puis des choses toutes bêtes, c'est-à-dire un outil ou une app qui est conçue en entrant, en créant un profil identifiant en mot de passe. Mais ça, il faut l'apprendre aux élèves. Et puis, vous pensez que sur une séquence de 40 minutes ou 45 minutes... On a le temps de créer les mots de passe. Voilà, donc en fait, il faut quand même bien comprendre ce que c'est qu'une classe, comment ça fonctionne. Vous avez parlé du respect des données, mais c'est absolument capital. Ce n'est pas n'importe quelle tech, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on est sur un sujet qui demande l'investissement de tous et la prise en compte d'un certain nombre de contraintes. Ça peut être lourd, ça peut être perçu comme lent, mais... l'école, ce n'est pas n'importe quel environnement. Et puis cet aspect bac à sable, moi, il y a quelque chose que je trouve fondamental. Il y a des enseignants qui créent des sites, qui créent des outils
absolument géniaux, qui sont aujourd'hui captés aussi par des GAFAM pour venir sur des chaînes YouTube ou autres, bon voilà, avec un succès immédiat. Il faut que l'éducation nationale, et Canopé en particulier, soit plus capable de valoriser ces initiatives et de les mettre à disposition de tous, de valoriser ces enseignants qui sont créateurs de valeur et qui ont les meilleures idées pour faire classe, puisqu'ils sont précisément en situation. Et ça, c'est un enjeu des prochaines années pour nous. Faire la preuve par l'exemple, c'est important, ça aussi, notamment en matière d'IA, dans l'éducation. Mais Mathias, je crois que ça fait aussi partie de la démarche que vous avez avec le think tank le plus important, avec ces livres blancs que vous êtes en train de produire pour pouvoir faire entrer les questions d'éducation, de numérique, d'économie sociale et solidaire au cœur même des enjeux de campagne. Et on aimerait bien, parce que l'idée, alors avec le CNAM, nous organisons les états généraux de la transition inclusive. L'idée, c'est comment investir dans l'humain pour réussir une transition écologique et numérique inclusive. Et effectivement, avec une centaine d'acteurs de la société civile, ces états généraux ont pour enjeu de proposer, mettre dans le débat public des propositions concrètes pour, donc, en particulier, mettre la transition numérique au service de tous. Voilà. Cette transition numérique au service de tous, c'est aussi un enjeu pour l'école et l'éducation nationale tout court. Et transition numérique, et j'ajouterais quelque chose qui me questionne beaucoup en ce moment, la sobriété numérique. C'est-à-dire comment on aborde ce hiatus entre tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la nécessité d'accompagner la transition numérique de l'école avec des enjeux de sobriété numérique. Et là, moi, vraiment, je suis à la recherche voilà, d'une expertise ou en tout cas d'éclairage, y compris pour nos sessions de formation des enseignants, parce que voilà, c'est difficile à concilier. Comment on aborde ce sujet tout en développant le numérique et en respectant ces sujets d'impact environnementaux du numérique qui sont encore un champ, je pense, à explorer. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille dans notre service de recherche et développement et qui doit être diffusé dans nos formations plus largement. Et je suis certain que Mathias a des idées sur la question. Non, je voulais juste dire que c'est la raison pour laquelle nous, on aborde la transition écologique et numérique dans son ensemble, parce que la transition numérique a des effets écologiques, mais aussi qu'inversement, le numérique peut être une solution, peut apporter des solutions à la transition écologique. Et en tout cas, même si intellectuellement, ce sont des choses distinctes, c'est la même réalité qui nous impacte, et donc il faut l'aborder ensemble. Des professeurs du XXIe siècle, vous le voyez, qui sont formés au numérique, par le numérique, mais aussi au mieux de numérique, un numérique plus éthique, plus inclusif et qui prend en compte ces questions justement aussi environnementales. On a envie d'ouvrir une seconde partie de débat avec vous. J'espère que vous reviendrez évidemment sur le plateau de l'École du Futur pour pouvoir continuer la discussion. Merci infiniment Mathias Dufour. On vous retrouve et on retrouve les travaux du think tank le plus important jusqu'au milieu du printemps pour essayer d'imposer ces enjeux justement d'économie sociale et solidaire dans la campagne. Merci infiniment à vous, Marie-Caroline Missire, évidemment le réseau Canopé qu'on retrouve sur son site, Canotech aussi pour les enseignants et les enseignantes qui ont de véritables ressources pour pouvoir mieux se former au numérique. Merci infiniment à Jeanne Dreyfus, évidemment, et à ton inspiration biomimétique. On se retrouve très vite sur le plateau de l'École du Futur. Je vous dis à très vite et entre-temps, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'École du Futur. À bientôt.